Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent de vous retrouver comme tous les dimanches à 19h sur les ondes de Sud Radio. Vous allez pouvoir découvrir ce soir un homme de spectacle aux dons multiples, un comédien, acteur, scénariste et réalisateur ayant créé quelques films que nous connaissons tous bien. Et j'ai nommé Patrick Braoudé qui vient nous transmettre quelques clés de sa création et plus encore, s'il le veut bien évidemment. Dans cet excellent, j'aime à donner la parole aux créateurs qui font l'excellence française et tout bord confondu, car ce qui compte, c'est l'implication de ceux qui la choisissent comme chemin de vie. Et pour illustrer ces mondes qui se confondent, ne ratez pas en deuxième partie d'émission un des gardiens de notre patrimoine vivant français, le président des grands ateliers de France, Simon-Pierre Etienne. En bulle savoir-faire, on partira à Marseille à la découverte d'une chapelière aux mains experte, la spécialiste du couvre-chef sur mesure et pas que, Blanche Abel. C'est excellent sur Sud Radio. Bienvenue chez vous. Bonsoir Patrick Braoudé. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, je vais bien évidemment m'intéresser à votre parcours, mais avant cela, on va évoquer votre rapport à une actualité très proche, le rassemblement pour Sarah Halimi qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, place du Trocadéro à Paris, et où vous avez pris la parole au milieu de plusieurs personnalités en demandant la justice dans cette affaire. Pourquoi est-ce que c'était important de faire entendre votre voix sur ce sujet ? C'est important de faire entendre la voix de beaucoup de gens. Il y a une famille qui est meurtrie. J'ai écouté longuement le frère de Sarah Halimi, son fils, le martyr qu'a eu cette femme. C'est terrible, une femme qui était aimée dans son quartier, qui donnait beaucoup de sa personne, qui était médecin, qui a fait beaucoup pour des enfants, pour plein de gens, et qui a été martyrisée. Oui. Le récit de son assassinat, quand on fait sa famille, est terrible. Avec un portable, l'assassin lui a fracassé le visage en frappant 100 fois. Enfin, c'est terrible. Terrible. Et comment voulez-vous qu'une famille fasse le deuil en voyant l'assassin qui va pas être jugé? Il n'y a pas de procès. Non seulement il n'y a pas de procès, mais là il est considéré irresponsable, c'est ça ? Il est considéré irresponsable, ouais. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai problème parce que j'ai pas mal de psychiatres dans ma famille, donc j'ai beaucoup parlé un petit peu de ça. C'est que ces experts psychiatres considèrent la psychiatrie comme on l'a considérée au 19e siècle. Ouais. En fait, un assassin, si on le rend irresponsable, il peut pas changer, même psychiatriquement. C'est-à-dire que la prise de responsabilité... Il a besoin de sentir qu'il a sa responsabilité. C'est ça la nouvelle psychiatrie. Or là, il est jugé comme si c'était au 19e siècle. Ouais. Et donc, pendant qu'il y avait ce rassemblement, on savait par des gens que l'assassin, il était en train de faire du tennis. Il n'est pas enfermé. Vrai. Mais oui, il y a plein de gens qui sont venus le voir, des copains, 20 personnes qui viennent le voir tout le temps. Il n'est pas seul, parce que maintenant, paraît-il, il va bien. Donc, si vous voulez, il y a quand même un truc qui va pas. Donc moi, oui, Patrick Braoudé. C'est quelque chose qui me bouleverse, qui me révolte, c'est l'injustice. Dans l'affaire de Sarah Halimi, c'est une injustice terrible, mais toutes les injustices me révoltent, et m'ont toujours révolté. Bien sûr. Le racisme m'a toujours révolté, l'antisémitisme m'a toujours révolté. Alors, à ce sujet, justement, l'antisémitisme, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une montée de l'antisémitisme en France actuellement ? Est-ce que la France est un pays antisémite ? Alors, non, la France n'est pas un pays antisémite, il n'y a pas des lois antisémites, on n'est pas dans cet antisémitisme qu'il y avait au moment de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait des lois antisémites avec avérées, bien sûr, faites par un gouvernement, par un État. Donc on n'est pas un pays antisémite, évidemment, mais il y a une montée de l'antisémitisme, bien sûr, on voit bien. Il y a maintenant des gens qui sont tués parce qu'ils sont juifs. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça après la guerre, et maintenant il y a tous les ans des gens qui sont tués uniquement parce qu'ils sont juifs. Donc il y a une montée de cet antisémitisme. Surtout il y a un changement. Il y a deux antisémitismes maintenant. Voilà. Il y avait avant un antisémitisme nazi, d'extrême droite. Et aujourd'hui, il y a l'islamisme. Et maintenant, il y a l'islamisme. Il y a aussi un antisémitisme d'un certain côté de l'islam, qui est celui qui tue le plus, en ce moment, les juifs français. Donc, les juifs sont pris
en saucisson, comme ça, enfin en sandwich entre deux antisémitismes, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc il y a une montée, oui, c'est sûr. Alors on va changer un peu de sujet quand même et on va passer à vous. J'ai appris donc qu'avant de devenir qui vous êtes, vous avez voulu être vétérinaire et puis vous avez d'ailleurs fini l'école de Maisons-Alfort et vous avez pratiqué ensuite quelques temps. Et alors c'est pendant cette école vétérinaire, grâce à une amie qui fréquentait les mêmes cours que vous, qui fréquentez également des cours de théâtre, que vous avez une révélation en fait. Vous la suivez au théâtre, hein, c'est ça? C'est comme ça que vous devenez comédien? En fait, absolument. C'est une amie avec qui j'avais fait mes années de préparation pour l'école vétérinaire. Et on a intégré tous les deux l'école de Maisons-Alfort et elle adorait le théâtre. Oui. Moi, franchement, je connaissais pas bien le théâtre. Mes parents, j'avoue, ne m'avaient pas beaucoup amené au théâtre quand j'étais jeune. Et j'avais une vision du théâtre amateur par des copains au lycée qui faisaient du théâtre amateur. C'était horrible. Il fallait aller les voir à la fin de l'année. Puis c'était toujours terrible. Donc j'avais vraiment une vision pas agréable. Mais elle avait envie, donc je lui ai dit, écoute, si tu veux, on monte une troupe de théâtre. Et puis on s'est réunis une quinzaine dans l'amphi d'anatomie de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, à lire des textes, à lire des trucs. Et puis un jour, un copain que j'avais qui faisait de la mise en scène de troupe amateurs m'a dit, mais vous n'avez pas de metteur en scène, vous n'êtes pas structuré, vous voulez pas plutôt jouer une pièce au lieu de faire vos petits extraits tous les mardis soirs dans l'amphi d'anatomie? Et donc, on a monté une pièce de théâtre. Ouais. Une comédie, du boulevard russe, un truc très très drôle. Alors c'est une pièce que j'avais vue quand j'étais petit, une des rares pièces que j'avais vues, qui s'appelait Je veux voir Miusov. Oui. Une pièce très drôle. Et on a joué ça. Et à la fin de la première année de l'école vétérinaire, je me suis retrouvé au théâtre de Maisons-Alfort à jouer devant 500 personnes, les gens de l'école, les parents, machin, tout ça. Et ils ont trouvé ça bien. Je rentre sur scène et les gens éclatent de rire. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Donc ça marche, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Je faisais rire. C'est une vocation. Oui, c'est une découverte. Veto était pour moi une vraie vocation. D'accord. J'ai passé ma jeunesse avec les animaux. Oui. Je connaissais les noms latins des animaux par cœur. Enfin, j'ai vécu toute ma jeunesse avec les animaux. C'était ma vraie vocation. Et là, j'ai eu tout d'un coup une autre passion qui est née vraiment, qui est venue du rire, qui est venue, du rire, de faire rire les gens, d'avoir ce truc de se dire, c'est quoi ces bouffées des bouffées d'adrénaline qui montent tout d'un coup. Bien sûr. Et on se dit, mais comme avant un direct. Quoi, voilà. Alors, vous avez aussi assez rapidement connu un succès, même en réalisation, hein, puisqu'en 1990, vous sortez Génial, Mes parents divorcent, qui est un film que vous avez réalisé, dans lequel vous jouez également. C'est votre premier long métrage, qui va rencontrer un énorme succès populaire en France. Si considérable qu'il y aura un remake avec Hugh Grant. Alors, non, oui, il a failli y avoir. Il n'y a pas eu un remake de Génial, Mes parents divorcent. D'accord. Non, il a failli y avoir un remake de Génial, Mes parents divorcent parce que la Warner a acheté les droits. Ils ont développé le scénario. Spielberg a entendu qu'il y avait le truc. Il a dit attendez, j'ai vu le film français, je veux le faire moi. Ouais. Du coup, il y a eu un accord entre Warner et Spielberg. Et puis, ils ne sont pas mis d'accord sur ce que devait être le film, et donc ce remake n'a pas existé. D'accord. Et moi, j'étais parti déjà en disant, waouh, Spielberg a vu mon film. Michael Jackson avait demandé la copie à Spielberg, l'avait fait projeter dans son ranch. Enfin, vraiment, c'est un truc fou pour mon premier film. Et non, c'est avec mon deuxième film, 9 mois. Oui, c'est 9 mois qui a été adapté, tout à fait. Où Hugh Grant jouait le rôle que j'avais moi dans 9 mois. Bien sûr. Voilà. Merci pour tout ça. Alors Patrick Braoudé, très rapidement, vous avez aussi joué avec des icônes regrettées du cinéma français, comme Michel Galabru, Jacques Villeray, Jeanne Moreau. Est-ce que vous pensez que notre époque contemporaine arrive à produire des artistes du même acabit? Qu'est-ce que vous en pensez du monde on a vraiment des très grands acteurs. Oui. Franchement, oui. Alors, évidemment, c'est des icônes. Pour moi, va tourner avec Jeanne Moreau, avec Villeray. C'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. C'est des acteurs que j'adorais, qui étaient en plus des gens humainement formidables. J'ai passé des moments ça devait être sympa sur les plateaux. Hein. Super. C'est vraiment, c'est des très grands moments de ma vie. Mais on a aujourd'hui des acteurs extraordinaires en France. Il y en a un qui me vient comme ça, qui est Tahar Rahim, qui a d'ailleurs eu un succès formidable aux États-Unis. Et c'est pas un hasard. Et Tahar, je me souviens l'avoir vu dans un cours de théâtre. Il débutait, il était au cours de théâtre, et on m'avait demandé de venir à ce cours voir un peu les élèves juger, faire un travail de ce qu'on demande souvent à des metteurs en scène, à des producteurs, de venir voir des jeunes acteurs qui débutent.
Et tard, tout de suite, je me suis dit, mais quel acteur! Il jouait un personnage aveugle, il était tout jeune, mais on avait l'impression de voir un aveugle sur cette petite scène de secours. Il était extraordinaire. Et d'ailleurs, il a fait le prophète très très vite. Oui. Immédiatement après, c'est pas étonnant qu'il fasse un grand rôle. Le talent, ça se voit tout de suite, quoi. Tout de suite, parce que son talent était immédiat. Ouais. Et vous aussi, vous considérez que votre talent, il a été immédiat finalement en montant sur scène? Moi, je peux pas juger. C'est pas à vous d'en juger. Non, moi, c'est ce qu'on appelle la révélation de l'acting, quoi. Tout d'un coup. Je sais que je fais rire quand je suis au théâtre ou au cinéma. Je sais que je sais faire rire. Voilà. Je sais émouvoir aussi. Maintenant, je trouve que je suis un peu sous-employé. Mais non, on va y venir. Justement, c'est un appel. Merci. C'est excellent sur Sud Radio avec l'acteur, réalisateur et scénariste Patrick Braoudé. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Il est 19h14 sur Sud Radio et c'est excellent en compagnie du comédien, réalisateur et photographe. Vous allez le découvrir, Patrick Braoudé, qui sera bientôt rejoint par le président des Grands Ateliers de France, Simon-Pierre Etienne. Et juste avant de le rejoindre en Bulle Savoir-Faire, on va faire un petit tour vers Marseille à la découverte d'une chapelière pas comme les autres, Blanche Abel. Mais pour l'instant, on continue avec Patrick Braoudé, dont on va écouter quelques extraits d'un rôle de composition que vous reconnaîtrez tous, certainement. Quand vous cherchez à réaliser un rêve, il arrive un moment où une transformation s'opère. Vous apprenez à bondir plus haut. Vous vous mettez au défi de creuser plus profond. Puisque les Juifs sont riches et qu'ils sont solidaires, devenons tous Juifs. En l'état, vous ne passez toujours pas le premier tour. Putain. On va pas se laisser bouffer sans rien faire, faut trouver un truc. Si vous aviez les journaux, vous auriez vu que les sondages nous donnent largement battus. Ce qu'il nous faut, c'est aller pêcher du gros poisson chez l'adversaire. Monsieur Chirac ? J'ai pensé que le moment était venu de vous apporter officiellement mon soutien. Nicolas Sarkozy divise les Français. Tout ce qui divise les Français est néfaste. Vous êtes un rassembleur, un modéré. Voilà pourquoi je m'engage à vos côtés. Vous êtes bien sur Sud Radio et on vient d'écouter des extraits de plusieurs films de Patrick Braoudé. Alors le premier, c'était la bande-annonce du film Le 15h17 pour Paris, qui est sorti en 2018 de Clint Eastwood. Il y a eu Ils sont partout sur le judaïsme en France de Yvan Attal en 2016, Un homme d'État sorti en 2014 de Pierre Courrèges et La dernière campagne en 2013 de Bernard Stora. Alors Patrick Braoudé, dans ces 4 extraits, vous jouez le rôle, on l'a bien compris, de notre ancien président François Hollande. Alors vous noterez que je les ai cités dans le décompte, en partant du tout au dernier d'entre eux. L'excellent film de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris 2018. Est-ce que vous pensez qu'il a fait appel à vous pour ce film en raison de vos précédents rôles similaires finalement? Comment ça s'est passé la rencontre avec lui? Oui, je pense. Oui. Je pense qu'il avait besoin d'avoir un François Hollande. En fait, Clint Eastwood, il voulait avoir François Hollande dans son film vraiment. Ah. Et je sais que ça a duré parce que j'ai passé le casting. Et puis j'ai attendu la réponse très 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 longtemps et donc j'ai appris qu'il avait contacté François Hollande. Il voulait que Hollande joue son rôle et Hollande ne voulait pas, a refusé. Donc à un moment il m'a demandé de faire François Hollande. Il savait que j'avais joué effectivement Hollande dans le film d'Yvan Attal et puis dans le film de Stora avant. Donc il avait entendu parler de ça par des casting director. Et alors, comment ça se passe sur un plateau avec Clint Eastwood? Parce que quand même, c'est impressionnant, non, de se faire diriger par un monstre tel que lui. Ouais, c'est génial. C'était tout petit. J'ai fait une journée. C'était à l'Élysée. J'étais vraiment déguisé en François Hollande. C'était très drôle. Vraiment, j'ai passé une journée formidable parce que donc c'était Macron qui était président à l'époque et moi j'étais en Hollande et je voyais tout le personnel de l'Élysée complètement troublé. Ouais. Parce qu'ils pensaient qu'Hollande était revenu à l'Élysée, qu'il était là une journée. Alors que Macron était ce jour-là en Russie, et j'ai appris que quand un président est à l'étranger, un ancien président n'a pas le droit d'être dans l'Élysée. Ah bon? Oui. Ah. Et donc, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi, et tout. Donc, c'était très drôle. Mais à part ça... Clint Eastwood, pardon, j'ai du mal tellement avec quand même, d'être dirigé par Clint Eastwood, de rencontrer ce personnage, de pouvoir faire un selfie avec lui, voilà, c'est ma fierté. J'ai ma petite photo avec Clint. Comment il dirige le comédien Clint Eastwood? Mais c'est extraordinaire. Parce que nous, on est là, on fait 2 prises, 3 prises, 4 prises, 5 prises, 6 prises. Et lui, il fait une prise, il change de plan. Tout de suite, quoi. Alors, on dit, mais on peut pas jouer une deuxième fois et tout. Il change la caméra. Il ne fait une deuxième prise que si son caméraman, son cadreur, est pas content, c'est un peu flou, il a un truc, il lui dit, je recommence. Donc, dans ce cas-là,
il recommence une prise. D'accord. Sinon, il change de plan tout de suite. C'est comme donc, du live, quoi, en fait. Hein, mais c'est un truc, c'est fou. Et donc, j'ai appris vraiment des choses formidables. Je sais qu'il a fait ça quand il a fait Invictus avec Matt Damon. Ouais. On m'a raconté que Matt Damon, il fait sa première prise. Et Clint Eastwood dit cut, on change de plan. Et Matt Damon lui dit je peux pas faire une deuxième prise. Et Clint Eastwood lui dit est-ce que ça va être meilleur? Alors l'autre il fait je sais pas, il fait on change de plan. Tac. C'est formidable. Ouais, on c'est apprend efficace, des trucs. Quoi. Ouais, c'est voilà. Puis, quel bonhomme, quoi. C'est sympa, en plus très sympa, quoi. Et alors, est-ce que vous pensez pourquoi est-ce que tous ces réalisateurs ont décidé de vous donner ce rôle? Parce qu'ils ont tous, chacun à leur tour, il y a quand même 4 films. C'est Bernard Stora au départ qui a. Oui, c'est ça, c'est lui le premier. Avec le directeur de casting, Nicolas Ronqui, pour la dernière campagne, qui a eu l'idée. Mais c'est très drôle parce que quand il y a eu le film avec Podalides qui jouait Sarkozy. Oui. Je me souviens plus du titre, juste avant. Oui. Quand il y a eu l'élection présidentielle où Hollande a gagné, mes fils m'ont dit si jamais il faut un film genre, c'est toi qui fais le rôle de Hollande. C'est vraiment, il me dit mais si, parce que tu as une bonhomie. Alors je lui ressemble pas à Hollande, mais il y a une sorte de bonhomie, de physique un peu comme ça, un peu rondouillard à l'époque, qui faisait que finalement, il est sympathique, quand Bernard Stora m'a appelé pour faire Hollande, j'étais pas surpris finalement, parce que mes fils étaient des bons directeurs de casting. D'accord. Patrick Braoudé, j'ai aussi découvert en faisant mes petites recherches sur vous que vous êtes photographe, donc, et d'ailleurs vous faites des très jolies choses, je tiens à le dire. Et vous avez fait votre première exposition à Deauville, en Normandie, en 2015, c'est ça? Ville où vous allez d'ailleurs depuis l'enfance avec vos parents. C'est un endroit que vous aimez beaucoup. Oui, comme tout Parisien, on connaît beaucoup Deauville et Trouville quand même. D'accord. Oui, moi, pas forcément, mais c'est quand même ce qui est le plus proche de Paris. C'est vrai que c'est pas loin quand on veut voir la mer. Ouais. Et alors la photo, c'est quand même pas du tout la même chose que le cinéma parce qu'on est sur une image arrêtée, qui est donc pas en mouvement. Est-ce que c'était ça l'idée, figer des instantanés de vie, qui soient pas des contes en fait qu'on raconte comme une histoire dans un cinéma, mais qui soient aussi de la réalité que vous offrez au public? D'abord, moi je fais de la photo depuis que j'ai 15-16 ans. C'est vraiment un truc très ancien, une passion très très ancienne. Je pense que c'est pas un hasard si j'ai fait du cinéma. C'est le rapport à l'image, quoi. C'est le rapport à l'image, j'aime l'image. Quand je fais mes films, j'aime voir le cadre. Je cadre pas moi-même, j'ai un cadreur, mais je construis l'image avec lui. Je construis ce qu'il y a dans l'image, parce que j'aime ça. Et j'ai toujours aimé le cinéma, même depuis toujours, autant que la photographie. Mais mes photos, elles racontent des petites histoires. Je photographie des personnages. C'est des narrations aussi. Et oui, c'est comme finalement c'est comme des storyboards d'un film. En fait, il y a des personnages qui sont là. Alors j'ai fait ma première expo à Villerville et après à Deauville. Oui. Parce que c'est beaucoup de photos de la Normandie, c'est beaucoup des photos des plages de Trouville et de Deauville. Où les gens sont flous, pictural, un peu à l'impressionniste. Ils sont de dos, c'est-à-dire qu'on reconnaît pas la personne. On voit des gens, on ne les reconnaît pas, mais ils se disent des choses. Il sera à nous d'inventer les dialogues, mais c'est quand même comme des petites histoires. Il y a un côté un peu lynchien, quoi, dans ce que vous racontez là. David Lynch, il nous laisse toujours la supposition, finalement, aussi, du dialogue sur la fin de ses films, etc. Est-ce que c'est une inspiration pour vous? Oui, mais il y a beaucoup de films où des fois, les gens ont des grandes discussions en disant « moi j'ai compris ça, moi j'ai compris autre chose ». Je pense que c'est bien qu'il y ait aussi dans un film une liberté pour le spectateur de voir un peu, de voir sa vérité à lui. Et c'est bien dans une photo de laisser complètement celui qui va la regarder libre de penser ce qu'il a envie en regardant la photo. D'accord, donc c'est important de laisser libre cours à l'imaginaire du spectateur, quoi. Oui. Même dans un film aussi, en fait. Oui, dans un film aussi. Ouais. Oui. Merci Patrick Braoudé. Est-ce que vous aimez les chapeaux? Oui, j'aime bien. Alors ça tombe bien, parce qu'on va à Marseille. Là, tout de suite, on part à la découverte d'une chapelière pas comme les autres, Blanche Abel, sur Sud Radio. Sud Radio, c'est excellent. L'art et la manière. Bonsoir Blanche Abel. Bonsoir Judith. Bonsoir, bienvenue dans cet excellent. Alors Blanche Abel, vous revendiquez un savoir-faire historique du chapeau, comme un patrimoine issu des générations de modistes avant vous. Est-ce que c'est important pour vous de la défense du patrimoine français et justement la transmission de ces savoir-faire? Alors oui, c'est très important et surtout parce que c'est un métier de femme. Oui. Et il n'y a pas assez de femmes chefs d'entreprise. Et d'accord. C'est un métier où on nous laisse de la place. Oui. Et c'est vrai que c'est un savoir-faire ancestral et qu'on essaye de renouveler quand même depuis des années, puisque le chapeau historiquement a été longtemps porté.
Oui. Et que là, ça baisse un peu. Moins qu'avant, ouais. Alors, Oui, tout est artisanal et fait à la main chez vous, hein, c'est ça? C'est exact, oui. Ouais. Et d'ailleurs, vos chapeaux, ils ont été sélectionnés pour participer aux Journées européennes du patrimoine. Donc, on est quand même dans cette idée-là, hein, de montrer un savoir-faire pour ne pas qu'ils se perdent, finalement. Oui, souvent les chapeliers sont maintenant entreprises du patrimoine vivant. Oui. on EPV, a donc. été vachement, on a été très protégés. D'ailleurs, en tout cas moi c'est mon cas avec les aides de l'État du Covid. D'accord. Et C'était plutôt une bonne chose. Je travaille beaucoup pour les tournages. Oui. Et c'est moi qui me faisais les chapeaux des musées Grévin. Ah, d'accord. Voilà. Donc, beaucoup de reproductions de chapeaux historiques très très précises. D'accord. Et spécifiques, Ouais. mais avec les moyens actuels. Et alors, les reproductions, vous les faites, évidemment, on imagine, en faisant des recherches sur les époques en question, etc. Qu'est-ce que ça serait votre époque de référence, par exemple, Blanche Abel? Très sincèrement, j'en ai pas. Ouais. Vous Même aimez si j'ai toutes les beaucoup époques? une tête années 20. D'accord. Alors, pour les beaux jours là où on est actuellement, qu'est-ce que vous nous proposez comme modèle? Par exemple, vous avez le Borsalino, on imagine. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour ces dames, par exemple, comme type de modèle un petit peu classique comme ça et connu de tous? Alors, c'est vrai qu'actuellement, on est plutôt sur des modèles unisexes. Oui. C'est-à-dire que des chapeaux hommes ont été portés par les femmes. Ça, c'est récent, c'est plutôt depuis les années 40. D'accord. Et c'est resté aussi beaucoup de nos jours. Même si le petit chapeau cloche, justement, des années 20 fait bien son retour en ce moment. Ouais. Ouais. Donc vous êtes sur une création qui est multisexe, hein. On est sur du masculin, du féminin et de l'unisexe aussi, en fait, hein. C'est ça. En fait, c'est la grosse différence entre les chapeliers ou chapelières et modistes. Oui. Les modistes font du chapeau femme sur mesure. D'accord. Les chapeliers du chapeau d'homme ou de la grande série. Ouais. Et quand on a les deux métiers, on est ce qu'on appelle fantaisien. D'accord. Et vous, Blanche Abel, vous faites du sur-mesure? Oui. D'accord. Complètement. Patrick Braoudet, un petit Borsalino pour dire bonjour au soleil, ça vous dit pas? Super, mais moi j'adore les chapeaux. Ouais, vous adorez les chapeaux? Oui, c'est un métier formidable de fabriquer pour les films. Quand j'ai fait Is No Good, on a fabriqué 1000 costumes et tous les personnages, évidemment, devaient avoir des chapeaux. On a réfléchi à tout. Enfin, c'était formidable. C'était un travail que j'ai adoré regarder. Vous faites donc des chapeaux, quand vous faites des chapeaux pour le cinéma, vous pouvez faire des trucs complètement fous, on imagine, justement, Blanche Abel. Oui, j'ai fait, par exemple, les chapeaux de Versailles de Canal+. Ouais. Donc, pour la série, on a fait tout le Conseil des ministres. D'accord. Donc là, on est en plus sur des choses souvent un peu en urgence, avec les tours des têtes des comédiens très en retard. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion même sur un tournage avec Patrick Poivre d'Arvor, de faire des bachines marins 1920. Ah, c'est étonnant ça. Ouais. Et alors les patrons, c'est vous qui les créez ou vous allez les chercher justement, Blanche Abel? Non, on les crée. Vous les créez? Très sincèrement, quand j'ai fait le musée Grévin, par exemple Charlie Chaplin en Suisse, oui. Un des exemples les plus durs, ça a été la mère de Charlie Chaplin, parce qu'on n'avait qu'une seule photo d'elle. D'accord. Donc il faut complètement réimaginer en fait. Hein. Ouais, il faut essayer d'imaginer la matière qu'elle portait. Et en plus, on travaille sur des têtes en cire. Oui. Et les chapeaux sont vissés. Ah. Oui. D'accord, mais comment vous faites pour travailler sur un chapeau vissé? C'est étonnant. Non, ils le vissent après. D'accord, ok, oui, parce qu'en amont, c'était un peu bizarre tout d'un coup. Excusez-moi, je suis un peu blonde. Hein. Merci Blanche Abel pour votre témoignage. Je rappelle pour tous nos auditeurs qu'on peut vous retrouver et retrouver vos créations au Bon Marché au printemps à Paris et sur votre site internet de Blanche Abel, donc tout attaché, abel.fr. C'est excellent sur Sud Radio avec l'artiste polyvalent Patrick Braoudet. Et dans un instant, Simon-Pierre Etienne à la tête des grands ateliers de France. À tout de suite les copains. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent. Et c'est la deuxième partie de votre émission avec celles et ceux qui ont fait le choix de la création et le pari de l'excellence. On a commencé en couleur avec le réalisateur, comédien et photographe Patrick Braoudet. Et on continue avec un spécialiste de l'art de vivre à la française. Faites pas cette tête-là quand je dis ça, parce que c'est vrai. Simon-Pierre Etienne à la tête des grands ateliers de France. Bonsoir Simon-Pierre Etienne, bienvenue sur Sud Radio. Vous n'êtes pas d'accord alors? Si. Enfin, vous êtes quand même un spécialiste de l'art de vivre. Des plateaux. Ah. Je suis venu. Merci d'ailleurs. Mais je vous en prie, c'est un grand plaisir de vous recevoir. C'est un honneur même. En général. Oui, bien sûr. Pour parler un peu de la formation, pour parler de la transmission, pour parler des savoir-faire, pour parler de tout ce qui
accompagne l'artisanat et l'artisanat qui accompagne aussi la société, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc, et des grands ateliers de France qui sont un peu, ma famille d'artisans, de gens choisis, de gens excellents, de gens, on parlait de l'excellence également. Vous êtes au bon endroit. Pour moi, l'artisan est forcément excellent, qui vise l'excellence. Pas être trop prétentieux, mais un artisan va ne pas livrer, par exemple, un travail qui n'est pas parfait. Pas parfait. Alors, c'est plus un artisan, hein. Donc dans ces cas-là, ça veut dire, si on cherche la perfection, c'est viser l'excellence. Que ça soit d'ailleurs aussi bien des sabots qu'une montre ou qu'un bijou. L'excellence, elle est partout. C'est pas la richesse de la pièce qui fait l'excellence, c'est ce qu'on y met. Donc j'ai eu cette chance d'être effectivement élu président des grands ateliers de France. C'est quelque chose de Rapprochez-vous dur. Du micro, c'est quelque chose de dur parce que, de dur. L'accepter, c'est quand même un engagement. J'ai tendance à être quelqu'un qui reste un petit peu caché plutôt que Vous avez l'air devant. effectivement d'être un peu timide. Oui, Simon Pierre-Étienne. Oui, je suis pas timide. Mais détendez-vous, vous êtes chez vous ici. Et donc, c'est un très beau groupe. Qui fonctionne. Alors, c'est un petit groupe qui a peu de moyens, donc on entend relativement peu parler de lui. Parce qu'il fonctionne sur le principe de la cooptation. Et de la recooptation annuelle. On est recommandé pour y entrer, c'est ça. Alors justement, c'est les grands ateliers de France, juste pour les auditeurs que je situe un petit peu, c'est une association, un collectif qui représente plusieurs dizaines de maisons artisanales de très haute qualité, on est d'accord. C'est un collectif d'artisans qui pratiquent une centaine de métiers de la main, c'est ça, dans les arts décoratifs et dans l'art de vivre. Pourquoi est-ce qu'il a été monté ce collectif au départ? Alors, il a été monté par tout de suite par un groupe d'artisans. Il y avait Maison Meilleure pour les bronzes, il y avait un de mes estimés confrères restaurateurs, M. Germont, il y avait une brodeuse. C'était 4 maisons au départ, c'est ça. Et sur le modèle ou l'instigation de Jean Bergeron, du comité Colbert, qui a adapté en quelque sorte, à un moindre niveau, mais les idées de ce comité à l'artisanat. Expliquez pour les auditeurs ce que c'est que le comité Colbert, assez rapidement quand même, qu'on sache. C'est les maisons de luxe français. D'accord. Donc on ne va pas les citer parce que... C'est un collectif de maisons de luxe. Absolument. D'accord. Donc effectivement, alors parlons luxe. Effectivement, dès qu'on passe du temps sur quelque chose, le temps c'est de l'argent. Donc on va dire l'artisan coûte cher. Je ne sais pas pourquoi je dérape tout de suite là-dessus. Mais bon, allez-y, parce qu'on parlait du luxe, donc tout de suite on s'imagine. Mais, on va dire que c'est le temps aussi qui fait le coût des productions de ces grands artisans. Par contre, si on fait travailler un artisan, on a 100% de la somme qu'on lui donne dans la qualité du produit. D'accord. Si on va acheter ailleurs, je dirais qu'on n'a pas cette proportion. Donc c'est une exception française, quoi. Alors justement, comment est-ce que ce but aussi, le but de ce collectif, il est directement d'œuvrer pour la défense du patrimoine vivant, et quels sont les principes des grands ateliers de France? Alors, de toute façon, déjà la qualité professionnelle, la qualité du travail, du service, l'éthique. C'est évident. La qualité humaine qui est essentielle. D'accord. Essentielle. D'où la cooptation aussi, d'ailleurs. Ah ben oui. C'est évident. Quelque part, si vous voulez, on fonctionne. Ce qui est très, très agréable, c'est que est très intéressant en tant qu'ébéniste et restaurateur de mobilier. Bien évidemment, je me dois, et c'est normal, connaître la serrurerie, la gravure, la sculpture, les dorures, qu'elles soient sur métaux, sur bois. Vous devez savoir de quoi vous parlez, parce que la gainerie, la qualité d'une peau, une piqûre, que sais-je. Donc je dois tout connaître. C'est pas pour le faire. Il y a une sacrée culture générale, hein. Pour pouvoir, si vous voulez, conduire une restauration comme il se doit qu'elle soit conduite. Mais par contre, vous avez, par exemple, un marbrier qui est dans sa marbrerie. Donc au froid l'hiver et dans la poussière, c'est un travail assez dur. Et lui, il voit jamais un bout de plaquage.
Il voit rarement un bout de bronze. D'accord. Donc ça dépend en fait des métiers, hein, c'est ça. Donc vous avez par exemple, des synergies qui se créent entre ateliers. Ça c'est génial. Par exemple, un orfèvre qui va rencontrer une laqueuse en laque végétal. D'accord. Et qui du coup on va s'apercevoir que la laque végétale tient très bien sur le métal, sur l'argent. Oui, sur l'argent. Voilà, on peut développer des choses. Voilà, donc c'est en fait c'est une synergie. Voilà, ça déjà c'est très très bien. D'accord. Et en plus, c'est promouvoir, même pas promouvoir, c'est simplement dire il y a des gens qui sont là, qui existent, qui peuvent vous apporter beaucoup. Et simplement aussi attirer l'attention. Vous avez beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas aux choses, tout simplement parce qu'ils ne la connaissent pas. Oui. Donc l'idée, c'était de faire connaître ces métiers aussi du grand public. Et alors justement, par rapport aux cibles de gens avec lesquels vous travaillez, on imagine qu'aujourd'hui, comme je vous ai entendu dire hors antenne tout à l'heure, au départ, c'était plutôt les notables, etc. Enfin, en tout cas, dans les années du XXe siècle, on va dire au milieu du XXe siècle. Et puis, depuis quelque temps, vous allez travailler beaucoup avec des grands architectes, par exemple, ou avec des gens qui sont économiquement forts. Alors, et finalement, c'est vrai que, on va dire, la couche plus populaire de la population ne va pas forcément avoir accès à ces savoir-faire-là pour des histoires de coûts. Et vous le regrettez, bien évidemment. Oui, c'est évident. Bon, alors bien évidemment, on est confronté très souvent, ne serait-ce qu'en restauration, un meuble qui vaut 100 et la restauration coûte 300. Bon, on est sans arrêt pris. Est-ce qu'on fait la restauration? On essaye de faire pour le mieux. C'est évident également. Un artisan n'est pas là, enfin, comme je dis, le jour où je tirerai une sonnette en me disant « Ah, c'est une belle adresse, je vais bien gagner ma vie », je pense qu'il faudra que je change de métier. Donc on ne devient pas artisan pour gagner très très bien sa vie, quoi. Enfin, maître d'art en tout cas. Non. Enfin, c'est une passion. Oui, c'est ça, c'est une vocation, Patrick Braoudé. J'en connais, les artisans, je connais une dame qui fait des vitraux, elle refait, dans tous ces magnifiques immeubles parisiens haussmanniens, il y a plein de vitraux, tout dans les escaliers qui tombent en ruine et tout. Et alors, je vois son bonheur. Je la suis sur Facebook et sur Instagram. Je la connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup échangé avec elle parce que je vois son bonheur quand elle va retirer ses vitraux, qu'elle les fait chez elle dans son atelier, qu'elle vient les remettre comme ça dans l'escalier. Elle est heureuse. Sa vie, elle vit une vie heureuse. Elle fait pas ça. Pour se dire. Non, bien sûr. Et alors, il y a un truc aussi chez les maîtres d'art. D'ailleurs, on en parlait la dernière fois avec la présidente de la Cité de la Céramique de Sèvres, Romane Sarfati, qui est venue parler ici, qui a un rapport au temps, à ce temps qui se suspend finalement complètement, parce que parfois, donc, quand ils font de la céramique, une assiette, elle peut durer 6 mois, puis on imagine que la restauration d'un meuble, ça prend aussi du temps. Alors, effectivement, le rapport au temps est particulier. Le temps, c'est énorme. C'est-à-dire que Simon Pierre-Etienne. Une centaine d'heures, c'est rien. Bon, on peut développer sur une restauration de meubles 800, 1000 heures, 1200 heures, enfin dans des cas un petit peu. Donc même si on prend un taux horaire bien inférieur à celui du garagiste du coin, ça fait tout de suite, et c'est pour ça que souvent je remets les choses à leur place. C'est peut-être coûteux mais pas cher. Bon. C'est ça. C'est pas mal, c'est coûteux mais pas cher. Mais bon, le fait est qu'il faut quand même... Bon, ça finit par faire une somme. Mais vous parliez tout à l'heure de la clientèle traditionnelle, de l'artisan d'art. C'est effectivement, on en parlait hors antenne avant, les notables, enfin les classes moyennes supérieures qui avaient une certaine idée des choses, un certain goût des choses et les moyens. Bon, cette pyramide de clients s'est vraiment affinée de plus en plus. C'est une évolution de la société. Et puis on est sur une consommation rapide dans cette société aujourd'hui. Il faut quand même bien se dire, même ici, on cherche un peu, mais nous sommes environnés de choses qui sortent d'ateliers. Bien sûr. Et c'est énorme. On ne peut pas imaginer quand vous rentrez chez vous, vous regardez. Et pour pérenniser ces choses, il faut également des artisans. Bien sûr. L'artisan, il est présent partout. Patrick Braoudé, que l'on parle cinéma ou savoir-faire finalement, c'est un certain art de vivre à la française, comme le plaisir qu'il procure qu'on transmet. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, ça fait partie des choses importantes. Le bonheur de regarder des choses. Moi, j'adore les objets. Et j'adore les vieux objets. Et j'ai une passion... Et j'imagine toujours, j'ai la chance d'habiter dans un appartement depuis
depuis peu de temps qu'il y a un appartement haussmannien. Oui. Mais je vous assure, je regarde... ils sont extraordinaires, ces appartements haussmanniens qui ont été faits donc, au temps de Napoléon III. Une poignée de portes, une poignée de fenêtres, une moulure... tous les détails de l'appartement, ça n'a pas bougé. Et je me dis à chaque fois, mais ça a été fait en 1850, 1860, 70, et... d'une qualité incroyable. Les parquets, oui, ça n'a pas bougé depuis. Ils n'ont pas bougé. Les cheminées, elles n'ont pas bougé. Les miroirs, tout ça n'a pas bougé. C'est là. Et j'imagine, c'est vrai que souvent, je me laisse aller à imaginer les ateliers où on fabriquait ça. Je me disais, à cette époque-là, mais il devait y avoir des ateliers. Vous vous rendez compte, quand même, Haussmann, Napoléon III, il décide de casser Paris. Il faut voir les photos qu'on a de Paris à cette époque-là. Paris est éventré. Mais il y a des chantiers, mais les gens, pour aller d'une rue à l'autre, passent par des planches, c'est éventré. On fait passer le gaz, l'eau, les machins, les trucs. On fait les égouts, on casse tous les vieux Paris. On construit des immeubles tout d'un coup. Et Paris est éventré, Paris est changé complètement. Et donc, c'est des dizaines de milliers de gens qui travaillent pour fabriquer ces nouveaux appartements avec des cheminées, des machines. Est-ce qu'on mettait dans les appartements Simon-Pierre-Etienne. Tous les arbres décoratifs, les appliques, les lustres, les meubles, tous les tapis. Tous les détails. Il y avait une mixité sociale, parce que vraiment, ces immeubles, ils sont construits pour qu'il y ait une mixité sociale depuis le premier étage, le deuxième qui est un peu plus haut de plafond, le troisième, quatrième. C'est réfléchi pour la mixité sociale. Oui, absolument. C'est ce qui nous manque finalement aujourd'hui, au XXIe siècle. Il dit à Haussmann, il faut que ces appartements, il y ait une mixité sociale. Celui qui va habiter au 5e, au 6e étage, alors les appartements vont être ça rétrécissait, bien sûr. Ils se rétrécissent, ils vont coûter moins cher, parce qu'il faut que des classes sociales différentes qui habitent que ceux qui sont au premier ou au deuxième. Mais partout, il y a quand même... s'il n'y a pas du luxe, le goût du détail et du savoir-faire et des belles choses. Des choses extraordinaires qui sont faites à tous les étages. Ça, c'est pas perdu quand même, Simon-Pierre-Etienne, ça, assez rapidement, parce que... si vous voulez, ça c'est pas perdu. Regardez par exemple la Cour d'appel de Paris. La Cour d'appel de Paris. C'est impressionnant. Mais c'est magnifique, oui, la pierre, la sculpture, les boiseries, les tapisseries, tout est le reflet de l'homme. Tout ce qui vous environne, même si c'est là pour vous en imposer, on est là quand même dans un lieu de justice, c'est quand même pas rien. Regardez le nouveau palais de justice. Je ne donnerai pas mon opinion dessus. Où est l'homme ? Vous savez, où est l'homme ? Où est l'homme ? Mais si on va continuer démocratisation, mais franchement, quand on va dans les brocantes, tout ça, on peut trouver tous ces objets qui ont été faits par des artisans, qui coûtent rien. On peut les retrouver maintenant. On peut en retrouver partout. Il faut chiner. Pas grand-chose. En chinant, et je crois que les Français, ils aiment bien chiner. On voit le succès, tout ça. Et donc, on peut encore être au contact de tous ces objets fabriqués par des hommes qui sont des objets magnifiques. Oui, mais c'est-à-dire que vous parliez d'immeubles et d'architecture. L'homme était présent partout. Et maintenant, on a tendance à le mettre un peu de côté. Donc ça existe toujours. Alors, il y a la transmission, effectivement. Il y a les écoles qui sont là. Il y a les ateliers. Il y a toujours même si c'est un peu compliqué, il y a notre système d'apprentissage. Mais on assiste aussi en ce moment à, par exemple, une diminution des heures de cours dans l'enseignement, ce qui crée un peu un tollé. D'ailleurs, il faudra chercher en cherchant un petit peu, on trouve des manifestes, et la plupart des professeurs d'enseignement, donc comme à l'école Boulle, par exemple, sont vent debout contre ces économies qui n'en sont pas, parce que l'enseignement, c'est l'investissement sur l'avenir. On ne peut pas à la fois dire on va être les meilleurs, on va viser l'excellence, et dire aux gens on vous apprend rien. On vous met pas sur le terrain. On va y revenir tout de suite. Merci à tous les deux. C'est toujours excellent sur Sud Radio. Ne bougez pas. On revient pour la fin de l'émission avec l'artiste multiforme Patrick Braoudé et le patron des grands ateliers de France, même si ça le fait sourire en coin, Simon-Pierre-Etienne. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, il nous reste encore un bon petit quart d'heure pour échanger et raconter l'excellence française à travers ceux qui ont choisi son chemin. Ce soir, nous sommes en compagnie de l'acteur, réalisateur et photographe Patrick Braoudé et du créatif maître d'art et dirigeant des grands ateliers de France, Simon-Pierre-Etienne. Simon-Pierre-Etienne, vous êtes vous-même ébéniste. Oui. Restaurateur. Oui. Vous avez créé votre atelier en 1980, c'est bien ça ? Oui, 79-80. Et il compte aujourd'hui 6 ébénistes. Alors, effectivement, je suis, selon l'expression consacrée, monté à Paris. Oui.
parce que Paris n'est pas vraiment une ville dans laquelle je me sens vraiment bien. Je préfère la campagne, mais bon. Mais si je voulais avoir... il fallait avoir fenêtre sur cour. Il fallait que j'aille à Paris. Bon. La centralisation est toujours là. Sur rue, donc, j'y suis resté et j'ai ouvert mon atelier. Alors, j'ai d'abord, au niveau formation, c'était un peu... Oui, on va y venir justement. Spécial, mais... et donc, l'atelier... s'est adapté aussi à la conjoncture et à l'évolution des choses. C'est-à-dire que cet atelier qui était composé d'un patron, Bibi, et de salariés classiques, j'ai réussi à l'adapter. Et donc, les ébénistes qui y travaillent sont à leur compte, les ouvriers libres. Comme ça se faisait au 18e, donc je suis toujours là. Effectivement. Mais vous avez moins de charges et c'est plus léger aussi pour vous, on imagine. Voilà. Alors justement, ces ébénistes, est-ce qu'ils ont été apprentis au départ? Est-ce que c'est la meilleure de transmettre, selon vous, l'apprentissage? Justement, on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Quel est le problème actuellement sur l'apprentissage? On parle de l'apprentissage autour des maîtres d'art, évidemment, pas des artisans purs où c'est plus simple, comme on disait, pour les boulangers, etc. Les maîtres d'art, c'est quelque chose, effectivement, qui a été mis au point et qui est une très très bonne idée. Ouais. Parce que ça aide, ça permet à quelqu'un de pouvoir former quelqu'un. Ouais. Sauf que effectivement, les maîtres d'art, il n'y en a pas suffisamment quelque part, et qu'il y a beaucoup, de difficultés, simplement administratives, au fait d'avoir un apprenti. Parce que l'apprenti va pas pouvoir monter sur l'escabeau, l'apprenti va pas se faire ceci, après il va falloir cela, il va falloir cela. Donc finalement... Vous avez l'air complètement nostalgique d'une époque antérieure, en fait, finalement, quand on vous écoute. Pas nostalgique, mais bon, c'est des évolutions. Mais on ne peut pas, si vous voulez, pour ma part, j'ai eu la chance de commencer tôt, à 16 ans. Et, en apprentissage, vous étiez ? En apprentissage. Oui. Simon Pierre-Étienne. Et c'était pour mon patron, c'était tout simple. Et alors vous disiez que le problème actuellement sur la formation, c'est qu'ils sont beaucoup à l'école, les apprentis, finalement assez peu en entreprise. Ils ont plus que 4 heures à la place de 15 heures. C'est-à-dire que par exemple, des écoles reconnues, je pense quand même comme l'école Boulle, qui est quand même un peu notre fleuron. Bien sûr. On diminue pour des histoires de coûts le nombre d'heures de formation. Et c'est dommage parce que la théorie, finalement, quand on veut devenir maître d'art, ça a beaucoup moins de sens que la pratique, on imagine. Oui. C'est un non-sens, quoi. Simon Pierre-Étienne. Oui, bien sûr. Oui. Alors, vous êtes un spécialiste de la restauration de meubles anciens, particulièrement du XVIIIe siècle, c'est ça ? Cette spécialité, elle revient à un travail d'historien, finalement, puisque pour chaque meuble, il vous faut interpréter les gestes de vos prédécesseurs lointains, on imagine aussi. Donc, c'est un énorme travail de recherche de faire de la restauration, Simon Pierre-Étienne. Bon, déjà, le meuble guide. Oui, bien sûr. Que ce soit un meuble Louis XIV, Louis XVI ou un meuble de petite venue ou de grande venue, bien évidemment en respectant toujours la métique. C'est pas parce que c'est un meuble qui vaut pas cher qu'il faut lui mettre des coups de pied. Mais on s'adapte en fonction du meuble, c'est évident. Et de son époque, même la finition. La finition. Bon. C'est pas la même sur Louis XIV et Louis XVI. Non, et c'est pareil. Enfin, là, ça va. On va aller. Si je commence à parler. Rentrons dans la technique. Un petit peu. Alors, allez-y. Sinon, donc la restauration. Oui. Déjà, vous parliez de création. Là, malheureusement. Là, c'est il faut s'effacer. Oui, bien sûr. Parce que si on commence à vouloir personnaliser ou dire André Charles Boulle aurait peut-être dû faire mieux, on va changer un peu les pieds, ça va pas aller. Donc on est le contraire du créateur. Par contre, quand même le fait d'accompagner. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'on peut très bien devenir créatif parce qu'on s'imbibe de toutes sortes de mouvements, de toutes sortes de volumes, de toutes sortes de formes, et ça peut effectivement inspirer, déboucher sur quelque chose d'intéressant parce qu'on a cette perception des matières, cette perception une fois plus des volumes, des formes, des contours, et on peut pourquoi pas devenir créatif. Enfin, c'est pas mon cas. Donc moi je suis resté restaurateur, je m'efface devant les anciens. Ensuite, au niveau de la restauration, il faut pas non plus être systématique. De toute façon, c'est systématique, ça peut être vite dangereux. Donc, elle va obéir à plusieurs paramètres. Le meuble, son époque, l'état,
son devenir? Va-t-il servir le client? Ça peut être un client, par exemple. Ça peut être du privé, de l'institutionnel. Qui a connu ce meuble avec un aspect, mais parce que bon, il y tient comme ça. Si je lui rends en ayant supprimé cet aspect, c'est pas possible. Il va dire mais c'est plus mon meuble. Donc vous racontez leur histoire à ces meubles-là. Et vous, Patrick Braoudet, finalement, quand vous écrivez un film, vous racontez des histoires aussi. Est-ce que vous faites des recherches pour être sur une époque ou sur un personnage? Est-ce que c'est aussi un travail d'historien finalement? Beaucoup. C'est ça. Beaucoup. Approchez-vous du micro. Beaucoup de recherches, bien sûr. À chaque film, il y a beaucoup de recherches. Quand j'ai fait 9 mois, il se trouvait que mon épouse était essayé d'être enceinte à ce moment-là, donc et j'avais directement le truc. Mais j'ai fait j'ai lu plein de bouquins sur la grossesse, sur la couvade, sur plein de trucs. Enfin, c'est ce qui est passionnant d'ailleurs à chaque fois qu'on écrit un scénario. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire une série sur Offenbach. Alors, je me suis plongé dans le 19e siècle. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Napoléon III, d'Osson, tout ça. Je suis rentré à découvrir tout ça, à découvrir plein de trucs. Et je suis rentré dans toute la vie d'Offenbach que je connaissais pas. Grand compositeur de musique classique. Grand compositeur, une réussite de l'intégration. Offenbach, c'est un juif allemand qui, quand il meurt, est représentant de la musique française dans le monde, qui devient catholique. Comme quoi, tout est possible. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, vraiment, il arrive de Cologne, et tout d'un coup, il symbolise la vie parisienne. Et c'est le symbole de la vie parisienne. Il est allemand. Donc, vraiment la réussite d'une intégration. C'est ce que d'ailleurs on veut raconter avec mon épouse. On écrit une série là-dessus. On veut raconter la réussite d'une intégration. Elle est prévue pour quand cette série, Patrick Braoudet? Ça, on ne sait jamais quand c'est prévu, mais on a des producteurs qui sont intéressés, donc on est sur l'écriture de ça. D'accord. Voilà, des fois on découvre. Je connaissais pas Offenbach, c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir Offenbach, et puis j'ai eu une passion pour sa musique, et je suis rentré dedans, et voilà. Donc, comme finalement, un scénario, la création, pour faire découvrir des choses c'est un prétexte. Qu'on ne connaissait pas, bien sûr. Tout à fait, à découvrir des nouveaux mondes. On découvre des choses passionnantes. Et la restauration, c'est la même chose. Vous vous rejoignez là-dessus tous les deux. Oui, alors la recherche, effectivement, on peut pas faire non plus n'importe quoi. Mais la recherche, elle est plus dans ces cas-là au niveau de matériaux mis en œuvre, de vernis, de détails, mais j'imagine que quand on travaille sur Offenbach, finalement, la manière dont il composait ou l'endroit où il s'installait pour composer est très importante et définit aussi l'histoire. Il se mettait au café de la Paix, il mangeait une côte d'agneau c'est comme la manière... tous les jours, et il écrivait ses trucs comme ça au bar. Mais bon, quand j'ai fait Is No Good avec la créatrice des costumes, Emilienne Picard, on s'est plongé dans tout l'orientalisme, on s'est plongé dans les mille et une nuits. Enfin, on a été faire des recherches sur les bijoux, les costumes, les chapeaux, tout ça, pour créer l'univers d'Is No Good, qui évidemment ne devait pas ressembler c'est en même temps une bande dessinée. Donc on doit s'inspirer de choses qui ont existé, on doit fantasmer sur les mille et une nuits, mais en créant un univers à partir de choses qui ont existé, parce que pour les gens, il faut quand même faut qu'ils aient les mille et une nuits. Donc c'est passionnant. C'est vous, Simon Pierre-Etienne, on imagine que c'est ça en fait, la manière dont le pinceau était passé aussi, le vernis, le type du vernis, etc. Vous avez raison, parce que effectivement, on m'a appris par exemple à vernir au tampon, comme on dit. Ce qui est une sottise. Les vernis étaient passés à la brosse. D'accord. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Dans une autre émission. On a évolué énormément. Avec des amis aussi, j'ai fait évoluer. Je suis aussi très content parce que j'ai été le premier restaurateur à avoir une femme à l'établi. Et ça, c'était... alors là, j'ai des copains ça devait être une révolution à l'époque. Parce qu'on leur faisait faire le ponçage, le vernissage, le décapage, les vacheries, quoi. Et maintenant, à l'atelier, il y a 3 femmes. Voilà. C'est une bonne chose. Donc on est en mixité totale. L'évolution, les vétérinaires, regardez, c'est pareil. Les vétérinaires, maintenant, vous avez énormément de femmes, c'est un métier masculin. Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont vétérinaires, énormément. Oui. Mais parce qu'elles étaient beaucoup plus concentrées sur les études. Donc c'est vrai que... les bénisteries aussi. On voit bien les médecins, pareil. Les femmes qui ont les jeunes femmes qui ont une manière de se concentrer sur les études beaucoup plus que les garçons, font qu'elles sont placées
beaucoup mieux dans tous les concours. Et évidemment, beaucoup sont devenus vétos, beaucoup deviennent médecins, etc. Tout ça. Et ébénistes. Oui, ébénistes. Alors, on en vient à la fin de cette émission, même si c'est avec un déplaisir total. J'ai la dernière question que je pose à tous mes invités, que je vais vous poser à tous les deux. Alors, je commence par vous, Patrick Braaudet. Que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes devenu ? Il serait surpris, sans doute, mais en même temps, vous savez, j'étais un enfant, j'adorais les animaux, j'étais passionné par l'image, et finalement, je suis toujours passionné par les animaux. Et par l'image. Et par l'image, toujours. Vous pensez qu'il serait content, alors, cet enfant ? Étonné et content. Oui, peut-être étonné qu'il soit arrivé à avoir ses passions, à aller au bout de ses passions. Ça, c'est le plus gros challenge, effectivement. Simon Pierre-Etienne, qu'est-ce qu'il dirait donc l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu ? Que dirait l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu, Simon Pierre-Etienne ? Je pense... Oui, je serais très heureux parce que ça a toujours été une passion, le mobilier ancien, les arts dits décoratifs qui au XVIIIe étaient les arts mineurs. Et c'est vraiment au quotidien du bonheur et du plaisir. Et du coup, je suis toujours en vacances. Voilà. D'accord. Donc c'était une vraie vocation de l'enfance chez vous aussi. Ah oui. Ouais. Être en vacances. Être en vacances par le travail. Mais oui. Vous voyez, regardez. Donc Simon Pierre-Etienne et Patrick Braaudet, vous êtes tous les deux contents de là où vous êtes arrivés aujourd'hui. Et c'est ça finalement aussi l'excellence, c'est quand on est passionné, qu'on a une vocation et qu'on s'implique dans son chemin, on arrive forcément avec difficulté parfois, mais on arrive là où on veut aller. Patrick oui, Braaudet. Il y a toujours des regrets, on a toujours envie de plus, on a toujours envie, voilà, et la vie est tellement remplie de choses magnifiques, on a envie de toujours... Toujours plus. Toujours plus, ouais. Simon Pierre-Etienne ? Oui, Patrick a tout à fait raison. Toujours, mais c'est quand même merveilleux d'avoir une vie de plaisir et de vivre sa passion. Et de transmission aussi du plaisir, tous les deux. Alors aussi très de transmission. Ouais. D'ailleurs, je voulais peut-être dire ça, c'est que j'ai un de mes excellents amis qui disait « Qui meurt sans transmettre, meurt en voleur ». Oh, c'est beau. C'est excellent, on est bien d'accord avec ça, puisqu'on est dans l'émission qui crée le lien et qu'on aime transmettre ici. Je vous remercie vraiment tous les deux pour votre présence dans les studios ce soir et pour votre joli partage. Merci donc à tous les deux, c'était excellent. Je rappelle pour tous qu'on peut retrouver tous les artisans des Grands Ateliers de France sur le site qui est www.grandsatelierdefrance.com. Patrick Braaudet, est-ce que vous avez une actualité à conseiller à nos auditeurs pour vous suivre ? Écoutez, je vais, parce qu'on parlait beaucoup des photos, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais exposer des photos cet été, sur juillet et août, dans une galerie à l'île de Ré, aux Portes. D'accord. Voilà, donc si les gens sont là-bas... Retrouvez Patrick Braaudet aux Portes à l'île de Ré. Et puis à Toulouse, il y a aussi une galerie qui va exposer des photos aussi. Bon, si je passe par là, je viendrai voir. Je suis bien curieuse de découvrir. Prenez soin de vous tous les deux. Merci mes chers auditeurs. On se retrouve dimanche prochain à 19h. Merci à Quentin Cabanis qui réalise cette émission, à Laura Pierre au web, à Méloane Rock évidemment et aux équipes de Sud Radio. Vous pouvez retrouver la playlist C'est excellent en podcast et en vidéo sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio à partir de demain uniquement, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux. Bisous les copains, à la semaine prochaine, c'était excellent.